Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Nouvelle présentation d'équipe et aujourd'hui on s'attaque à Ineos, on s'attaque à du lourd avec la formation Ineos Grenadiers, la grosse équipe anglaise. On va revenir sur la saison 2022 de cette formation, on parlera des victoires, ça sera un grand moment de respiration. Et puis on regardera l'effectif 2023 avec quelques changements dans cet effectif qui vont peut-être faire du bien à cette équipe. Et puis les coureurs à suivre ensuite en fin de vidéo. Et puis on parlera du maillot qui a également changé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche, n'hésitez pas à aller voir la playlist des présentations cyclisme de ville 23, n'hésitez pas à aller voir EPS 2.0, à écouter EPS 2.0, à aller voir TikTok. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me dire les 5-6 coureurs que vous allez suivre dans cette formation et à me dire ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire en 2023. Eh bien on commence tout de suite avec Ineos. On va revenir sur la saison 2022 de cette équipe. C'est pas une mauvaise saison pour Ineos, c'est une saison atypique. Normalement cette équipe-là, elle a toujours performé sur les grands tours et était quand même beaucoup moins forte sur les classiques d'un jour. C'était pas une catastrophe sur les classiques d'un jour certaines années, mais il y avait toujours une différence de niveau. Or, en cette année 2022, eh bien ça a été l'inverse, c'est-à-dire que l'équipe a eu des meilleures performances sur les classiques d'un jour, où elle a plutôt été très bonne, même où elle a enchaîné les très bons résultats, et puis elle a eu beaucoup plus de mal sur les grands tours, même pas sur les courses d'une semaine, hein, vraiment sur les grands tours. Alors c'est pas une catastrophe, mais il manque la victoire. C'est la première fois depuis longtemps que du côté de Ineos, on n'avait pas gagné un grand tour sur la saison. Alors il y a le podium de Geraint Thomas sur le Tour de France, mais bon, il venait pas pour un podium. Alors c'est sûr que la blessure et la saison quasiment blanche d'Egan Bernal, ça n'a pas aidé. Mais ça a montré aussi que dans cet effectif, on avait peut-être quelques manques. Ça montre aussi que Ineos n'est plus forcément l'équipe qui est la mieux armée. On s'aperçoit que Jumbo, que UAE sont peut-être un peu plus forts aujourd'hui que Ineos. Et c'est peut-être là-dessus où Ineos doit travailler, c'est trouver des jeunes pépites, trouver des coureurs et réussir à les conserver dans l'effectif. Alors on voit avec le petit Carlos Rodriguez notamment, qui a fait un bon tour d'Espagne, mais ça sera l'objectif je pense cette année, que ce petit Carlos Rodriguez progresse. Geraint Thomas il va pas encore avoir une carrière qui dure 3-4 ans, et puis Martinez, bon, on espère que Daniel Felipe Martinez retrouve le niveau qui était le sien en tout début de saison l'année dernière, parce qu'ensuite c'est un petit peu délité. Du côté du classement UCI, ils sont 3e sur la 2022 avec 12 494 points. C'est 900 points, 800-900 points de moins que UAE. C'est 2000 points de plus que la Bora. Donc c'est pour un petit peu les situer. Ils sont dans le trio tête, ils font partie des grosses équipes, hein, Ineos, sur une saison. Que dire de plus de la part d'Ineos au niveau des résultats? Je crois qu'on a quand même bien fait le tour. Oui, ça, voilà, encore une fois, une performance vraiment tout à fait intéressante sur les courses d'un jour. Et puis sur les courses de 3 semaines, ça a été un petit peu plus compliqué. Je regardais notamment, il ne faut pas négliger la deuxième place de Sivakov sur le tour, sur la Classica Saint-Sébastien. Sur le Tour des Flandres, la victoire, la deuxième place de Van Baarle. Sur Paris-Roubaix, la victoire de Van Baarle. Ethan Etter, vainqueur du Tour de Pologne. Martinez, vainqueur du Tour du Pays Basque. Voilà. Et Kwiatkowski sur l'Amstel. Ils font un très bon mois d'avril. Ils sont vraiment très costauds en avril. Et puis en juillet, en août, septembre, ça a été un petit peu plus compliqué pour cette formation. En nombre de victoires, ils sont donc, selon CQ Ranking, à 39 victoires, c'est-à-dire qu'ils sont 4e derrière UAE Jumbo, Visma et Quick-Step Alpha Vinyl.
parmi donc les victoires en 2022, il va falloir prendre un petit peu de respiration, donc 39 victoires. Ça a commencé avec le titre de champion d'Australie sur route pour Luc Plapp. On enchaînait avec Filippo Ganna, le contre-la-montre de l'étoile de Bessèges, ce fameux contre-la-montre en bosse. Daniel Felipe Martinez, lui, était champion du contre-la-montre de Colombie. Le prologue pour Filippo Ganna sur le Tour de la Provence avec la première étape pour Elia Viviani. Richard Carapaz qui remporte le championnat d'Équateur du contre-la-montre. Magnus Sheffield qui remporte l'étape numéro 3 du Tour d'Andalousie. Filippo Ganna qui remporte la première étape de Tirreno Adriatico, Ethan Ettor qui remporte la deuxième étape de la semaine internationale Copier Bartali, troisième étape de cette même course pour Ben Tullet, Eddie Dunbar lui a remporté le général, Richard Carapaz qui a remporté la sixième étape du Tour de Catalogne, Daniel Felipe Martinez qui a remporté la quatrième étape et le général du Tour du Pays Basque, la cinquième étape de ce même Tour du Pays Basque était remportée par Carlos Rodriguez. Kwiatkowski qui a remporté l'Amstel Gold Race, la Flèche Bramançonne a été remportée par Magnus Sheffield et Van Baarle finissait cette semaine magique avec Paris-Roubaix. Prologue du Tour de Romandie remporté par Ethan Ettor avec la deuxième étape également. Le Tour de Hongrie remporté par Eddie Dunbar. Ethan Ettor remporté la deuxième étape du Tour de Norvège. Filippo Ganna remporté le contre-la-montre du Critérium du Dauphiné libéré. Du Dauphiné tout court même maintenant. Le Tour de Suisse était remporté par Geraint Thomas. Filippo Ganna a remporté le championnat d'Italie du contre-la-montre. Ethan Ettor celui de Grande-Bretagne. Carlos Rodriguez lui a remporté le titre de champion d'Espagne sur route. Thomas Pidcock remportait la 12e étape du Tour de France. Le Tour de Pologne était remporté par Ethan Ettor. Le Tour de Burgos était remporté par Pavel Sivakov. Magnus Sheffield a remporté la deuxième étape du Tour de Danemark qui était un contre-la-montre. Filippo Ganna, vainqueur du prologue du Tour d'Allemagne et Adam Yates remportant la troisième étape et le classement général final de cette même course. Et puis Richard Carapaz qui a remporté l'étape 12, 14 et 20 du Tour d'Espagne. Daniel Felipe Martinez qui a remporté la Coppa Sabatini et la dernière étape de la Gros Race remportée par Elia Viviani. 39 victoires sur l'année, c'est dans la moyenne de cette formation, c'est même plutôt dans la moyenne haute de cette formation. 35 victoires en 2021, 19 en 2020, 26 en 2019. Il faut remonter à 2018 pour voir 43 victoires pour cette équipe. Donc sans le leader numéro 1, c'est plutôt très fort ce qu'a réussi à faire Ineos. Du côté des transferts pour cette saison 2023 d'Ineos, c'est bien Richie Porte a pris sa retraite, le coureur australien. Adam Yates lui a rejoint UAE Team Emirates, Richard Carapaz a rejoint l'équipe EF Education EasyPost, Van Baarle a rejoint Jumbo-Visma, Dylan Van Baarle, André Amador a rejoint Carapaz chez EF Education EasyPost et puis Eddie Dunbar qui a rejoint l'équipe Team Jayco qui Alula, qui est en fait l'ancienne équipe Bike Exchange. Petite déception quand même de perdre Eddie Dunbar, parce que c'est un coureur qu'ils avaient depuis quelques années, qui je trouve faisait plutôt des bons résultats. Donc c'est un petit peu dommageable là-dessus. Du côté des coureurs qui arrivent, nous avons Thymen Arensman qui arrive de la DSM, Connor Swift qui arrive de Arkea, Leo Etter qui était chez Agence Berman Axeon, l'équipe de Axel Merckx, Joshua Tarling et Michael Leonard, un Britannique et un Canadien. Du côté donc de l'effectif 2023 de Ineos Grenadiers, on est à 30 coureurs. Les deux plus jeunes sont Joshua Tarling et Michael Leonard qui ont 18 ans. Le plus âgé est Cameron Wurf qui a 39 ans, avec 22 à 30. 9 coureurs qui ont plus de 30 ans et nous avons 12 coureurs qui ont 25 ans, qui ont moins de 25 ans, donc là aussi c'est très fort de la part de cette formation. On parlait de Groupama FDJ, la vidéo juste avant, et bien c'est un petit peu la même chose du côté d'Ineos Grenadiers. On a pas mal rajeuni l'effectif ces dernières années et l'objectif maintenant est de trouver des jeunes coureurs performants, et ils ont des jeunes performants dans cet effectif. On commence tout de suite avec les coureurs à suivre. Premier coureur à suivre, c'est Egan Bernal. Saison compliquée pour Egan Bernal. Alors, il a quand même couru, mais seulement 12 jours de course.
pour Egan Bernal. Il n'a pas fini le Tour d'Allemagne ni le Tour du Danemark, donc ça c'est un petit peu inquiétant. Abandon également sur le Tour de Toscane, vainqueur de la Coppa Sabatini par contre. Donc il y a eu du bon et du moins bon du côté de Egan Bernal, mais vu l'accident effroyable qu'il a eu en début de saison, on dirait qu'on est presque sur un miracle qu'il ait pu courir cette saison, parce qu'on s'attendait, moi je m'attendais presque à une saison blanche, totalement pour Egan Bernal. Donc il est de retour, il s'est fait opérer là pendant l'intersaison pour un problème de respiration. Au niveau, je crois, de sa cloison nasale, c'est au niveau du nez qu'il s'est fait opérer, petite chirurgie plastique, une petite rhinoplastie pour régler ce problème. Et puis on espère que là, il sera au top. C'est pas toujours facile, demander à Thibaut Pinot après une année presque blanche de repartir, mais c'est pour ça qu'il faudra le suivre, parce que ça reste Egan Bernal, ça reste un coureur avec d'énormes qualités, mais est-ce qu'il aura toujours ses qualités? Est-ce qu'il n'aura pas des séquelles de sa chute? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Il commencera dès le 22 janvier sur le Tour de San Juan. Du côté de Thomas Pidcock, pourquoi c'est un coureur à suivre? Parce que c'est Thomas Pidcock. Parce qu'il y a une question qui me taraude dans la tête, c'est que est-ce que Ineos va le mettre va le mettre leader sur un grand tour, ou au moins le mettre leader sur une course d'une semaine? Ça, c'est la question que je me pose, parce que quand on gagne l'Alpe d'Huez, on est plus grimpeur que coureur de classique. Flandrienne pour moi, donc il y a un moment, faut se résoudre. Il n'a pas le gabarit suffisant, il fait 10 kilos de moins quasiment que Pogačar sur les pavés, donc c'est quand même un petit souci. Même s'il est très fort techniquement, il n'a pas la puissance qu'un Van Aert ou qu'un Van Der Poel. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'un Thomas Pidcock, il faudrait le voir sur la montagne, sur des courses de ce type-là. L'année dernière, il avait eu un début de saison très compliqué. Alors cette année, il a décidé de ne pas faire les championnats du monde de cyclocross, d'arrêter sa saison de cyclocross plus tôt que l'année dernière. Donc on verra ce que ça donne, parce que c'est vrai que ça a été son gros souci l'année dernière. C'est, je pense, d'avoir arrêté sa saison de cyclocross un peu tard, ce qui fait qu'il avait du mal en début de saison. Il avait des résultats un petit peu décevants par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui. Autre coureur intéressant dans cet effectif, Daniel Felipe Martinez. Pourquoi je mets Daniel Felipe Martinez? Parce que pour moi, ça reste un très bon coureur, Daniel Felipe Martinez. L'année 2022 a été compliquée pour lui parce qu'il a raté ses gros objectifs. Mais le début de saison, il n'est pas acheté. Jusqu'au Tour de Suisse, ça allait très bien. Ça s'est dégradé au moment du Tour de Suisse. Un peu comme Yonis Aguirre, par exemple, chez Cofidis. On n'a pas compris vraiment ce qui s'est passé pour le coureur colombien. Le Tour de France a été extrêmement compliqué pour lui. Il n'a jamais été dans le coup. Et puis pourtant, en fin de saison, il fait 3e du Tour de la Toscane, vainqueur de la Coppa Sabatini. Il y a eu un trou pendant l'été, assez incompréhensible. Certains disaient que c'était la chaleur. Enfin, il est quand même colombien, donc la chaleur, elle est présente en Colombie. Enfin voilà, il y a eu vraiment un trou noir pendant le Tour de France, où il est passé complètement à côté de cette course. Alors que c'est un coureur qui est fait pour les grands tours, il a les qualités pour les grands tours. Alors moi ça m'a déçu parce qu'en plus je l'attendais beaucoup mieux, parce que moi je pensais que c'était un des coureurs qui serait en capacité d'aller se mesurer à Vingegaard notamment et à Pogačar, et on n'a pas vu ce match-là parce qu'on savait très bien que Geraint Thomas, ça serait quand même un tour en dessous en montagne des ogres de devant. Et je pensais que Daniel Felipe Martinez, par ses qualités, était capable d'aller faire mal. Mais il est passé complètement à côté de son Tour de France, incapable de prendre des échappées dangereuses. Incapable de rester dans les échappées, même assez souvent. Enfin, ça a été une course très très compliquée pour le Colombien. Mais malgré tout, il y a eu des bons résultats en début de saison. Vainqueur du Tour du Pays Basque,
troisième de Paris-Nice, troisième du Tour de l'Algarve, champion de Colombie du contre-la-montre, quatrième et cinquième, cinquième de la Flèche Wallonne, quatrième de Liège-Bastogne-Liège. Et puis le Tour de Suisse où il fait 8, mais déjà un Tour de Suisse qui est un petit peu compliqué. Le contre-la-montre final, il s'en sort bien et il se transforme même plutôt en équipier de Geraint Thomas. Il aide Geraint Thomas à remporter le Tour de Suisse, alors que lui il passe complètement à côté. Et dès la première étape, je crois me rappeler, où il est lâché assez tôt de l'arrivée. Et puis bon, le Tour de France où il n'a jamais été dans le coup. 2 fois 7e à Longwy et à Hautacam, mais où ça a été extrêmement compliqué pour le Colombien, et puis vainqueur en fin de saison. Voilà, saison assez particulière de la part de Daniel Felipe Martinez, mais pour moi c'est un coureur à suivre parce qu'il a seulement 26 ans, il aura 27 ans en cours de saison, et la manière dont il a gagné sa victoire d'étape, notamment sur le Tour de France en 2020, voilà, ce mec-là, il a des qualités qui sont indéniables. Et pour moi, il va se refaire la cerise. Je suis sûr qu'il va se refaire la cerise. Et pour moi, sur le Tour de France, ça sera un coureur super important. Mais j'espère qu'on le remettra pas lieutenant d'Egan Bernal. Voilà, j'espère qu'il aura de nouveau sa chance en tant que leader numéro 1. J'espère que son raté de 2022 ne le pourrira pas sur l'année 2023 et sur la suite de sa carrière chez Ineos. C'est sa dernière saison en plus de contrat chez Ineos. Voilà, on verra quelle sera la suite pour lui. Est-ce qu'il poursuivra chez Ineos ou est-ce qu'il rejoindra une autre formation à la fin de saison? On continue avec Carlos Rodriguez, lui aussi qui est dans sa dernière année de contrat avec Ineos. 21 ans. Toutes ses dents et surtout impressionnant sur la Vuelta parce qu'il finit 7e de la Vuelta mais en étant pété sur les 3 dernières étapes. C'est vraiment son dernier week-end de course, ça a été très difficile, mais il s'est accroché tous les jours, notamment à l'étape numéro 20. Il est en grande difficulté à chaque fois dès que ça accélère, il s'accroche, il s'accroche et il s'accroche pour rester dans le top 10 parce que c'était son vrai objectif, c'était d'être dans le top 10. 5e du classement des jeunes, 5e du Tour de Lombardie quand il a bien récupéré, 4e du Tour du Burgos derrière son équipier Sivakov, 5e de la Classica San Sébastien, vainqueur du championnat d'Espagne sur route, 4e du championnat du contre-la-montre d'Espagne, 2e de la route d'Occitanie également. Donc ça a été vainqueur d'une étape sur le Tour du Pays Basque aussi. Non, ça a été un coureur intéressant, Rodriguez. Ça fait du bien de voir des nouvelles têtes chez Ineos. C'est un peu ce que je reprochais ces derniers temps à Ineos. Et là, ça, c'est un pur produit quand même Ineos. Et ils l'ont recruté dès 2020. C'était osé de le recruter à 19 ans. Mais un peu comme Juan Ayuso, voilà, il a montré toutes ses qualités sur le Tour d'Espagne. Et moi, j'ai trouvé impressionnant parce que c'est un coureur qui est très calme et puis capable vraiment de se battre. Parce qu'il faut avoir de la force mentale. Quand vous tombez, lui il était quand même bien éraflé. Et réussir à s'accrocher dans le top 10 alors que vous avez mal, que voilà, c'est très compliqué, que vous voyez les mecs vous dépasser, que vous n'avez pas forcément l'équipe la plus solide autour, que vous avez Carapaz qui joue sa carte personnelle. Pas simple, Donc il faut être solide dans sa tête et il a été solide. Surtout qu'il n'était pas forcément leader désigné en début de course. On pensait aussi à Carapaz ou à Sivakov. Donc c'était c'est fort ce qu'a fait quand même Rodriguez pendant ces 3 semaines de course. Surtout que c'était son premier grand tour de sa carrière. Pavel Sivakov, tiens. Pourquoi je l'ai mis à suivre? Parce que là aussi il y a une question qui me taraude. Quel sera son statut dans l'équipe? Est-ce que sa bonne saison 2022 va lui permettre d'avoir un statut un peu amélioré dans l'effectif, ou est-ce qu'il restera équipier? Dernière année de contrat également pour lui chez Ineos, à 25 ans, vu ses qualités. Je pense qu'il y a des équipes qui pourraient être intéressées fin 2023 par Sivakov. Pas en France, notamment. On pourrait se dire une équipe comme Arkea, aujourd'hui qui n'a pas vraiment de leader en montagne. Total Energy même aussi pourrait être intéressé. Cofidis je pense pas, mais tu vois par exemple une équipe comme Arkea,
Un Sivakov, ça peut être intéressant, parce qu'ils n'ont pas de grands leaders en montagne cette année. En 2023, c'est un coureur qui sera sur le marché. Donc ça peut être intéressant quand même. Voilà la situation de Sivakov. Donc je pense qu'il aura envie de se montrer. Et après, on verra si Ineos lui permettra de se montrer ou est-ce qu'il aura un rôle d'équipier. Ce qui se trouve sera dommageable parce que bon, il a fait quand même un super Tour de Burgos, qu'il a été bon également sur le Tour d'Italie autour de Carapaz. Sur le Tour d'Espagne, ça a été plus compliqué parce qu'il abandonne, mais il était vraiment dans le coup pour le général aussi. Après, la fin de saison était un petit peu plus difficile, mais il a fait un gros travail d'équipier sur les championnats du monde pour l'équipe de France. Donc oui, c'est un coureur qui a des qualités. La question est de savoir quel sera son statut dans un effectif qui est quand même pléthorique en termes de talent. Est-ce qu'il a encore sa place pour être leader dans cet effectif? Pas sûr. Sinon, il faudra aller autre part pour Pavel Sivakov. Et puis je termine avec Magnus Sheffield, 20 ans, vainqueur quand même déjà d'une grande course qui est la Flèche Brabanson. Bah, lui, on l'attend sur les classiques, hein. Pas photo. Lui, tu vois, si je compare avec Pidcock, lui, il a plus ce gabarit classique, quoi, 1m83, 74 kg. Il a plus le profil d'être performant sur les pavés que Pidcock. Des grandes qualités. Chez lui, c'est un coureur qui est très, très, très puissant. Ça, c'est vraiment une de ses forces, c'est sa puissance. Il est capable de tenir, de rouler des heures et des heures à l'avant de la course. Enfin, il est monstrueux quand il commence à mettre en route. Voilà, c'est un coureur que moi j'attends de voir l'année prochaine, parce que je pense que voilà, ça sera un coureur très solide. Et j'attends de le voir sur les classiques. Lui, j'ai envie de voir ce que ça va donner en tant que leader sur les classiques flandriennes. Le petit Sheffield, surtout, qui aura pu vendre Poppel un petit peu pour lui barrer. Pour lui barrer la route. Van Baarle, pardon, pas Van Poppel. On passe au maillot. Grand changement du côté de Ineos. C'est fini le noir. Bienvenue au rouge. Pas de peau pour Ineos, c'est que ce sont les mêmes couleurs presque que le maillot de Bahreïn. Donc ça va être très subtil la différence entre les deux. Il y a une manche qui est un peu plus noire que le maillot de la Bahreïn. Mais les deux maillots sont quand même extrêmement proches. Et avec Arkea qui a également du rouge, qui a un rouge qui est assez similaire, waouh, ça va être fantastique dans les pelotons avec ces trois maillots. En rappelant également que je crois que Trek a du rouge, que Cofidis a du rouge aussi, mais que Trek a également du rouge dans le dos. Ouais, ça va être formidable pour repérer les maillots dans les pelotons cette année avec le rouge. Le rouge et le bleu sont les deux couleurs de la saison. Voilà. La mode cette année va vers le rouge et vers le bleu. Et bah, Ineos a tapé dans le rouge. Après le maillot, oui, ça rajeunit un peu. Moi j'aimais bien les couleurs noires de Ineos, ça faisait classe le noir. Voilà, enfin voilà, le rouge, je trouve. Voilà, en plus, c'est vraiment copier les couleurs de Bahreïn, quoi. Je suis pas sûr que ce soit très intelligent de la part de Ineos. Bon, après, on verra ce que ça donnera dans le peloton, mais je suis quand même un petit peu inquiet pour repérer dans le peloton les maillots des coureurs de l'équipe anglaise. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao!